Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. Un règlement de compte mafieux dont la Côte d'Azur s'est fait une spécialité a fait 2 morts et un blessé grave ce matin à Nice. Les faits se sont produits peu après 7 heures au marché d'intérêt national lorsqu'un homme cagoulé a ouvert le feu à l'arme automatique dans un magasin de fruits et légumes, tuant 2 employés et blessant le gérant grièvement aux jambes. Il a ensuite pris la fuite en scooter. Les 2 victimes étaient fichées au grand banditisme. La police judiciaire de Nice est en charge de l'enquête. Non loin de là, à Pégomas, près de Cannes, les policiers ont mis au jour une usine de reconditionnement de drogue. Derrière ces murs et sous les apparences d'une exploitation agricole modeste, une famille originaire de Calabre avait en réalité installé un laboratoire clandestin permettant de couper et de reconditionner de la cocaïne venue d'Espagne. L'enquête a duré 2 ans. 5 personnes ont été interpellées, dont le chef de clan, un Italien de 47 ans. D'après les enquêteurs, ce type d'entreprise agricole servant de paravent à des activités mafieuses est une spécialité de la 'ndrangheta, la mafia calabraise. Les commerçants du pays de Montbéliard se disent excédés par le climat d'insécurité qui règne dans le département du Doubs. Les braquages s'y sont multipliés ces dernières semaines et l'arrivée de renforts policiers n'a pas suffi à calmer les esprits. Bijouterie, bureaux de tabac, depuis le début de l'année dans le pays de Montbéliard, les braquages et cambriolages se multiplient. Fin janvier, dans ce restaurant, une ou plusieurs personnes se font enfermer après le service de midi. Quand la propriétaire revient sur place, la caisse a été arrachée. Aujourd'hui, elle se dit très choquée. Moi, la peur au ventre, parce que je pense que j'étais quand même au-dessus au bureau, que je n'ai rien entendu, et que je me dis que si je serais descendue et que je me serais retrouvée face à face avec le voleur, je ne sais pas qu'est-ce qui aurait pu se passer, quoi. En un mois, 6 vols à main armée ont été commis, soit autant que pour toute l'année 2011. Face à cette situation, les commerçants montbéliardais ont décidé d'organiser une journée ville morte rideau baissé jeudi prochain. Victime d'un cambriolage, ce restaurateur y participera. Il y a un ras-le-bol, c'est un peu l'accumulation, je dirais, d'un certain nombre de mois où il se passe beaucoup de choses dans Montbéliard. Pour le préfet de région, il s'agit d'un pic exceptionnel. Les dispositions qui ont été prises, la PJ est saisie pour les vols à main armée sur les bijouteries. La police a réactivé le dispositif anti-hold-up, dispositif de sécurisation des commerces à travers une présence beaucoup plus assumée au moment d'ouverture, fermeture. Autre mesure annoncée, l'arrivée d'une demi-compagnie de CRS pendant 2 semaines, l'installation de caméras de vidéosurveillance. Si un vol à main armée sur 2 est élucidé dans la circonscription, les cambriolages en zone gendarmerie ont bondi, plus 30% l'an passé par rapport à 2010. La cité radieuse, tout feu, tout flamme. L'incendie qui s'est déclaré jeudi midi à Marseille dans la célèbre unité d'habitation du Corbusier n'a pas fait de victimes, mais le sinistre a provoqué d'importants dégâts. Une dizaine d'appartements et une partie de l'hôtel qui l'abrite ont été détruits. Il a fallu plus de 15 heures aux pompiers pour venir à bout des flammes. L'architecture des lieux ayant largement compliqué leur intervention. C'est la 2e fois en moins de 10 ans que ce monument historique, aussi surnommé la Cité du Fada, est ainsi la proie des flammes. Les salariés de Le Jabi ne sont pas tous dans le même panier. L'annonce du sauvetage de l'usine du groupe en Haute-Loire n'a pas suffi à calmer les inquiétudes des autres employés. 150 d'entre elles ont manifesté hier devant la préfecture de Lyon pour réclamer le sauvetage des autres sites du groupe. C'est vrai que pendant toute la campagne, on a beaucoup parlé d'Issingeaux, donc les filles sont reprises, c'est très bien. Mais Le Jabi à Rieux, le siège, on n'en parle pas du tout. Et quel est votre sentiment aujourd'hui? Est-ce que vous avez encore de l'espoir? Non, pour nous c'est... Moi j'ai l'impression que pour nous c'est mort, quoi. Plus de 350 postes sont menacés sur les autres sites du fabricant de lingerie. C'est l'intervention de Bernard Arnault et d'un sous-traitant du groupe LVMH qui a permis de sauver l'usine d'Issingeaux. Camper sur leur lieu de travail, c'est ce que font depuis 10 jours une centaine de salariés portugais de la société ProCME en Haute-Garonne. Ils ont installé des matelas dans leur entreprise pour dénoncer les modifications de leur contrat de travail. La salle de réunion est devenue un dortoir. Depuis le début de la grève, ces ouvriers portugais n'ont plus d'endroit pour dormir. Habituellement, ils travaillent sur des chantiers de canalisation de gaz ou d'électricité un peu partout en France.
15 jours à Marseille, 15 jours à Bordeaux. Leur contrat prévoyait un logement payé à proximité du lieu de travail et un retour au pays financé toutes les 5 semaines. Mais au début de l'année, leur contrat est modifié. On leur annonce la suppression de ces acquis. Ils entament alors un mouvement de protestation et depuis, la situation est bloquée. Tout le monde est parti. Ils ont abandonné les bureaux, ils ont tout abandonné et personne ne vient nous voir. Et les gars essaient de tenir un peu le coup pour qu'on leur donne les moyens, Ce qu'ils demandent aujourd'hui, c'est que même que l'entreprise est à ferme, il n'y a pas de problème et ils veulent avoir ce qui leur est dû, qu'on leur donne leurs indemnités normales, comme quoi de licenciement. Le silence de l'entreprise ProCME inquiète les salariés. Loin de chez eux, sans logement, ils tentent de faire face à cette situation. Au-delà de ce conflit, c'est un jeu de dupes de la part de la multinationale ProCME de s'affranchir réellement du droit du travail français. Donc en fait, d'essayer de faire pourrir la situation et de pousser les salariés à la démission. Sollicité par les salariés, le consulat du Portugal a organisé une réunion en présence des autorités françaises, préfecture et direction du travail. La protection consulaire, c'est celle-là, c'est savoir si le travail qu'ils font est légal. La direction de l'entreprise, dont le siège est à Lisbonne, a fait savoir qu'elle était prête à reprendre le dialogue avec les salariés, à condition d'avoir encore des chantiers en France dans les mois à venir. La vague de froid qui frappe la France depuis 10 jours ne lâche pas prise. 55 départements sont placés en vigilance orange. Ces températures polaires ont causé la mort de 8 personnes à ce jour. 200 abris ont été retrouvés morts à Paris, victimes à des degrés divers des températures glaciales. En Ille-et-Vilaine, le corps d'un octogénaire a été retrouvé hier sans vie dans un fossé près de son véhicule. Il serait mort d'épuisement conjugué au froid en voulant rejoindre sa résidence secondaire à pied après avoir quitté sa voiture. Nos amis les animaux souffrent également de ces températures polaires. Parmi les 2500 bêtes du zoo d'Amnéville, toutes ne sont pas adaptées au grand froid. Les soigneurs font tout pour prendre soin d'elles. En hiver, on évite de les sortir pour qu'ils restent au chaud. On les douche à l'eau chaude, ça leur fait extrêmement du bien. Alors si on les met dehors par ce temps-là, la première chose qui va geler chez eux, c'est les oreilles. En Camargue, des dizaines de flamants roses pris au piège dans l'eau glacée ou privés de nourriture ont été retrouvés morts. Le centre de sauvegarde de la faune sauvage est venu au secours des survivants. Moins 17 degrés ressentis depuis plusieurs jours sur l'étang de Gruissant à cause d'une forte tramontane. Pris au piège de ce soudain hiver polaire, les flamants roses. Ces flamands ne peuvent pas survivre avec des conditions climatiques pareilles. Donc nous avons trouvé hier 55 flamands. Aujourd'hui, 7 flamands supplémentaires. On a réussi à en sauver 8. Après une nuit au chaud, les survivants ont été emmaillotés, puis acheminés vers le centre de sauvegarde de la faune sauvage, au parc ornithologique du Pont de Gou en Camargue. Près de 700 flamants roses y sont abrités déjà. Il est assez maigre de toute façon, il est même très maigre et il a du mal à tenir sur ses pattes. Des oiseaux migrateurs qui, normalement, n'auraient pas dû se retrouver les pieds dans des étangs gelés de ce côté-ci de la Méditerranée. On a des oiseaux qui normalement passent l'hiver en Afrique qui sont restés ici parce qu'il n'y avait pas de raison d'aller plus bas. On trouvait la nourriture, les températures étaient tout à fait correctes, la ressource alimentaire était disponible, donc il n'y avait aucune raison de migrer. Et du jour au lendemain, on bascule dans des températures négatives, assez soudainement et assez intensivement, ce qui fait que ces oiseaux sont éliminés. Voilà. Ici en Camargue, il fait moins de vent et donc moins froid, mais les marais sont gelés sur 5 à 8 cm de profondeur, ce qui rend bien difficile la quête de nourriture. Malheureusement, la grande majorité va mourir de faim parce que pour un oiseau aquatique, évidemment, un marais comme celui-ci, il n'y a plus rien à voir. Donc vous preniez les piscivores comme les aigrettes ou les hérons, eh bien ils ne peuvent pas pêcher de poissons. Les granivores comme les canards ou comme les flamands qui mangent dans la boue, eh bien pour eux c'est également impossible d'atteindre l'eau et le fond de l'eau. Affaiblis par le manque de nourriture, les flamands s'épuisent à voler en vain à la recherche d'un marais non gelé. Ne pouvant se poser sur de l'eau, ils tombent à la merci des prédateurs. En 1985, près de 5000 flamands avaient péri dans le sud de la France. Le grand froid avait alors sévi pendant 3 semaines. En 2015, toutes les communes devront être accessibles aux personnes handicapées, qu'il s'agisse de leurs bâtiments publics ou de leur transport. Pour certaines villes, le chemin est encore long. Pour d'autres, en revanche, l'essentiel est fait. C'est le cas de la ville de Nantes, arrivée pour la 3e année consécutive en tête du palmarès établi par l'Association des paralysés de France. L'accessibilité des personnes handicapées est une priorité pour Nantes. Usagé de l'espace public, Jean-Pierre connaît la ville sur le bout des doigts.
Ici, dans le tram, l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite est garantie à 100%. Une liberté en quelque sorte d'aller et venir où bon lui semble. La citoyenneté, elle se joue au quotidien. C'est pouvoir aller acheter son pain, c'est pouvoir aller chez le dentiste. Il reste encore dans les anciens quartiers des commerces dans les bâtiments existants qui ne sont pas accessibles et qui pourtant en 2015 devront l'être. Ce responsable de commerce, lui, est sensible à cette problématique. Il vient d'arriver dans la ville. Il fera les travaux d'amélioration nécessaires d'ici 2015. C'est important, qu'on soit valide ou non, de pouvoir s'asseoir où on veut, de pouvoir aller au WC quand on veut et qu'il n'y ait pas de différence. Handicap et accessibilité, cela concerne aussi la petite enfance. Il faut pouvoir être engagé pendant des années et sur des politique très globale. On est vraiment sur l'ensemble du champ quotidien. Là, on a vu des jeunes enfants en crèche. Eh bien, il faut pouvoir accueillir l'enfant en crèche, mais assurer qu'il puisse aller après à l'école et qu'il puisse aussi fréquenter un centre de loisirs. La France accessible en 2015, la ville de Nantes, quant à elle, a relevé le défi. Un enjeu de société, sachant qu'en 2050, 20% de la population aura plus de 75 ans. La vallée de la Seine et la côte d'Albâtre sont en lice pour le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une reconnaissance pas si simple à obtenir car les candidatures sont très nombreuses. Le département de la Seine-Maritime entend bien tirer son épingle du jeu, avec notamment les falaises d'Étretat. Avec la vallée de la Seine et la côte d'Albâtre, le département de la Seine-Maritime possède 2 sites d'exception. Côté mer, l'aiguille d'Étretat qui se distingue par l'alignement des falaises de craie silex, unique au monde, échancrées par une cinquantaine de vallées côtières. Un paysage qui a inspiré les plus grands peintres et les plus grands écrivains. Sachant que le patrimoine de l'UNESCO n'est pas destiné à donner un label touristique supplémentaire, mais vraiment à aider à valoriser, préserver le patrimoine naturel et également le patrimoine culturel. Et en cela, Étretat peut être un élément moteur de ce soutien au classement du patrimoine de l'UNESCO. Côté fleuve, la vallée de la Seine est un paysage qui rayonne par sa diversité, ciselée autour des abbayes, des forêts, des prairies humides et du parc naturel des boucles de la Seine normande. Si les enjeux du classement au patrimoine mondial de l'UNESCO sont importants, il va falloir être très patient. Ce processus, il est éminemment intéressant. De toute façon, il aboutira à un plus, à quelque chose qu'on n'a pas encore peut-être suffisamment travaillé, ce nouveau mode de développement, que l'UNESCO va nous demander de travailler avec cette idée qu'un jour on aura peut-être le label, la reconnaissance, c'est possible. Les élus espèrent le classement de la vallée de la Seine et de la côte d'Albâtre dans les prochaines années. Pour l'heure, le pont du Gard, la baie du Mont-Saint-Michel et les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle font partie des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. On termine avec ces images splendides. Le lac du Der gelé en Champagne-Ardenne. Le temps se fige, les oiseaux marchent sur l'eau, d'autres sont pris dans la glace. Le mieux, c'est de ne pas s'y aventurer, mais de simplement admirer. Tout de suite, votre édition des initiatives.